mesdames et messieurs, chers amis du web, je vais passer par ce moyen de communication que sont les réseaux sociaux et pour exprimer ma petite pensée et de toutes vos positions respectives. Je vous prie déjà de m'accueillir et de ne pas être déçu de ce que je vais dire. C'est juste au fond de ma pensée. Peut-être que je vais souvent en exprimer ici, mais je vais le faire tout simplement parce qu'en fait, depuis 2 jours, il y a quelque chose de presque inattendu, de spécial pour moi. Même si ce n'est pas extraordinaire, mais c'est quelque chose de spécial, surtout dans les pays francophones. Et malheureusement, ça se heurte à la malhonnêteté intellectuelle de certains Africains qui refusent de reconnaître en cela quand même un acte de bravoure. Et pour cela, je vais parler ici de la non-candidature du président Alassane Dramane Ouattara, qui de par là a démontré à beaucoup de personnes qu'il n'est pas ce que les gens pensent, il n'est pas celui, ou alors les épithètes qui lui sont attribuées n'ont pas lieu d'être. Parce que ce monsieur est une grande personne, au sens propre du terme. C'est un grand homme. Je suis Camerounais, je m'appelle Hervé Messina, je viens d'Afrique centrale. Comme beaucoup de personnes en Afrique centrale, quand tu quittes l'Afrique centrale et que tu te retrouves à Abidjan, dans les années 2009, quand j'arrivais, 2010 par là, Ouattara était vu comme un Lumumba en second. Et un Sankara, excusez-moi, Laurent Désiré Gbagbo, autant pour moi, était vu comme un Lumumba en second. Un Mandela, un Sankara. En fait, on le prenait pour celui-là même qui était devenu le porte-étendard du panafricanisme. Forte a été ma déception quand je suis arrivé ici de me rendre compte que ce n'était qu'une utopie, une illusion, que celui-là même qui avait été démontré autant pour moi, brandi comme étant le porte-étendard du panafricanisme, en fait, était tout sauf un panafricaniste. C'est vrai. Et les vrais panafricanistes qu'on a connus avaient une qualité qui les unissait tous. C'était des travailleurs. C'était des bosseurs. Et c'était des gens qui n'aimaient pas la discrimination. Ce n'étaient pas des démagogues, des gens qui respectaient leurs paroles. Et des gens qui vivaient souvent dans la sobriété, qui parfois même vivaient à l'abri du luxe et de l'opulence. Donc quand tu quittes un pays comme le Cameroun, chez moi, il y a la monotonie, l'inertie et tout ce que vous pouvez imaginer. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu sais que tu es arrivé dans le pays de Laurent Désiré Gbagbo, de Félix Houphouët-Boigny, et le pays où peut-être tout est parfait, mais tu arrives, tu te rends compte que les mêmes mots qui sévissent au Cameroun sévissent en Côte d'Ivoire, peut-être même pire. À l'époque, pas actuellement, bien sûr. C'est-à-dire dans les années de 2009 ou de 2010 en arrière. Donc, mais tu es surpris. Tu es surpris. Tu es surpris l'état des infrastructures, les routes et tout. Tu es surpris de ce... Parce qu'avant, quand tu étais en Afrique centrale, quand on te parlait d'Abidjan, on te disait qu'Abidjan, c'est la ville des Blancs. Et effectivement, Abidjan est la plus belle capitale des pays d'Afrique francophone. Il n'y a pas pareil. Ça, on ne peut pas le nier. Mais, pendant un moment, tout s'était arrêté. Et quand j'ai compris qui était la personne, quand j'ai appris à le connaître, parce que
Il y a une façon différente d'apprécier les choses quand on est à l'extérieur et quand on est à l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas trop différent de Paul Barthélémy et Abim Wonder, c'est-à-dire c'est des gens qui disent des choses pour vous plaire, ils font du populisme et après, bon, que les résultats suivent ou pas, ils vous demandent que si vous êtes patriote, vous devez soutenir leur cause, parce que si vous ne soutenez pas leur cause, c'est que vous n'êtes pas patriote, c'est-à-dire que vous n'aimez pas votre pays. Alors si dénoncer veut dire qu'on n'aime pas son pays, c'est qu'il y a un problème. Et ce monsieur que je détestais, parce qu'il faut que je le dise, un monsieur que je détestais pour avoir, comme on a embastillé nos esprits depuis les années 2000 en nous faisant croire que bon, ce monsieur c'était le père de la rébellion, il voulait chasser Laurent Gbagbo, il était le piston des Blancs, il était des Français, autant pour moi des Occidentaux, comme il était tout. Donc à un moment, entré dans ce pays, on a commencé à écouter les gens, à marcher avec eux et à avoir des amis. Et je vous assure une chose, en 2010, l'élection de 2010, de décembre 2010, jusqu'en 2011, Barou ne pouvait jamais la gagner. Vous savez, tout neuf, tout beau, il avait déjà fait 10 ans et il voulait remettre 5 ans, ça faisait 15 ans. Les gens avaient vu ses limites, connaissaient ses limites, mais il avait deux armes. Deux armes. La première, c'était le populisme. Ah, c'est les Blancs qui veulent me destituer parce que je ne les arrange pas, je ne leur donne pas ce qu'ils veulent, je ne fais pas comme ils veulent. Hein? Et la seconde, c'était la peur. Il fallait faire peur et puis il y avait ça, ça existait. Parce que quand on dit aujourd'hui que M. Ouattara est là, il y a ça, il y avait des endroits, il ne faisait pas bon de parler de Ouattara quand j'arrivais en Côte d'Ivoire. C'était dangereux pour toi, très très dangereux. Mais les gens ne vont jamais accepter ça. Ils vont vous dire que non, c'est faux, on était libre. C'est faux. Donc, ce qui fait que ce gars-là, ce monsieur, le président Laurent Désiré Gbagbo, qui, ma foi, est un grand homme. Oui, de ceux-là qui ont mené les batailles avant l'arrivée du multipartisme, sauf qu'il a raté son coach. En tout cas, il est arrivé par accident, il n'était pas préparé à être président, ça l'a surpris, mais les gens ne le savent pas, parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne réussissent pas à comprendre. Parce que, regardez, quelqu'un qui dit aujourd'hui, je suis avec Ouattara, s'il n'est pas candidat, je ne suis pas candidat, quelques années après, il vient dire non, Ouattara n'est pas ivoirien, il suit la logique de l'autre, la théorie de l'autre, où il y a des Ivoiriens entièrement à part, des Ivoiriens à part entière et tout ça. Donc si tu n'es pas un Ivoirien, parce qu'on ne savait même plus qu'il était Ivoirien entièrement à part ou à part entière, tu ne peux pas être si tu ne peux pas être ça. Donc, il y avait un problème. J'ai des petites anecdotes, si je vous les raconte, on va dire que je me mêle trop, mais c'est des choses que moi j'ai vécues. Ou parfois quand tu es avec un ami du Nord ou un gars du Nord, tu voyages sur la route, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu compliqué simplement parce que son patronyme dit qu'ils viennent là-bas. Donc ça devenait souvent un peu délicat. Mais les chemins faisant, on est arrivé aux élections. Il y a eu élection. Ouattara a gagné, ça, c'est un fait. Mais celui qui avait déjà fait 10 ans et qui voulait encore remettre 5 ans là, avait dit on gagne ou on gagne. C'est-à-dire pour lui, qu'il perde ou qu'il gagne, c'est lui le président. Parce que l'autre ou les autres. Parce que reconnaissons que jusqu'à présent en Afrique, en matière d'élection, il y a toujours une coloration tribale, ethnique qui vient. Donc, pour les autres, ceux de là-bas sont à peu près des sous-hommes ou des sous-ivoiriens, ou alors ne sont pas entièrement ivoiriens. Donc, ils sont des ivoiriens entièrement à part. Donc, ça faisait que, d'une manière ou d'une autre, l'autre ne pouvait pas parce que c'était eux qui étaient là, donc il n'y avait rien à faire. Mais
M. Alassane Dramane Ouattara étant quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de précis, parce que tout ce qu'il fait est préparé. Il ne fait pas les choses au hasard. C'est la différence entre les deux. C'est un homme d'État. Pour lui, comme on dit, gérer, c'est prévoir. Il a prévu, il a anticipé les actions de l'autre. Donc, et puis, il a le bon carnet d'adresse. Vu son parcours au niveau de la communauté internationale, des institutions financières internationales, donc, il a le bon carnet d'adresse. Il savait qui appeler ou taper. Parce que c'est ça, parce que on ne peut pas venir diriger un pays sans les connexions, c'est pas possible. On ne sort pas de nulle part pour venir diriger un pays. Et le monde étant interconnecté, parce que même les relations d'amitié peuvent t'aider quand tu diriges ton pays. Donc malheureusement, M. Ouattara avait anticipé et il avait beaucoup de raisons, parce qu'en fait, quand, avec un peu de recul, je regarde, l'autre est resté un opposant toute sa vie. Même quand il est venu au pouvoir, Bédié, Houphouët n'étant plus là, Bédié n'étant plus là, Guèye n'étant pas là, il fallait qu'il s'oppose à quelqu'un. Il n'a jamais vraiment été président. Parce qu'il est resté toujours dans la carrure d'un opposant et il a vite fait de s'opposer à la France. Donc il est devenu l'opposant de la France, parce qu'il ne pouvait pas être opposant à lui-même, puisque lui-même il était président de la République. Donc il est devenu opposant vis-à-vis de la France. Donc il a passé 10 ans à vouloir jouer des panafricanistes de pacotille au lieu de diriger le pays. Donc nous on est arrivé là, on se contentait de ça, on était content, on l'aimait, on dansait, on aimait son côté populaire. Oui, là, la rue de la joie, oui, il est simple, il n'est pas compliqué, il n'est pas. Mais en fait, je me rendais de plus en plus compte que ce pays dont on parlait ressemblait beaucoup plus au pays d'où j'étais quitté, le Cameroun. La démagogie, le népotisme, la corruption. Vous voyez, donc, mais ça ne gênait personne. Mais quand M. Alassane Dramane Ouattara prend les rênes de ce pays en 2011, c'est comme la magie. C'est-à-dire, j'ai suivi son discours de campagne, son projet de société, mais je ne savais pas qu'on peut travailler de façon méthodique et cartésienne comme ça en Afrique. Surtout dans un grand projet comme la gestion d'un État et la reconstruction d'un État post-crise. Après une crise qui a duré déjà presque 10 ans et une grave crise post-électorale, une rébellion, un pays qui était divisé en deux, des institutions fragmentées, presque en déliquescence, il a démontré qu'au-delà de tout ce qu'on pouvait penser de lui, il avait mûri son projet, savait ce qu'il venait faire pour la Côte d'Ivoire. Le projet était là, il était dans sa mémoire, dans son disque dur. Il a mis la machine en marche. Il n'a pas attendu. 1 an après, on voyait les résultats. 2 ans après, c'était parti. 3 ans, 7 ans, 8 ans aujourd'hui, 9 ans aujourd'hui. C'est comme de la magie. Les gens vont dire beaucoup de choses, mais reconnaissons autant pour moi qu'il a le mérite d'abord d'avoir gardé la Côte d'Ivoire dans la stabilité. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas tout le monde qui dirige sans avoir les petits coups à gauche et à droite. Mais il avait tellement la prévision que tout ce que les gens ont essayé, il a maîtrisé ça à distance. Il les a toujours coupé l'herbe sous le pied. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était préparé à diriger. Il s'est préparé et s'entourer des bonnes personnes. Il s'en fout d'affaires de gouvernement d'union nationale. Et ça, c'est une réalité. Tu gouvernes avec les gens qui peuvent travailler, t'obéir, faire à ce que ton programme de société avance et que tu atteins les objectifs que tu t'es fixés. Parce qu'en réalité, le rôle d'un chef d'État, c'est de optimiser les moyens et les ressources à sa disposition pour maximiser le bien-être de ses citoyens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a optimisé les moyens et les ressources qui sont à la disposition de la Côte d'Ivoire et de la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour maximiser le bien-être des Ivoiriens et des populations qui y vivent.
C'est vrai que tout n'est pas parfait, comme lui-même il a dit. Il n'a pas peut-être tout réussi, mais il a donné le meilleur de lui-même. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc maintenant, certaines personnes sont dessus parce qu'elles se sont dit non, bon, comme on était dans la rébellion, c'est nous, on l'a fait si, et puis il est venu, si on est avec lui, ça veut dire qu'on a tous les droits. Peut-être même qu'on a le droit de le succéder si on veut, de lui succéder autant pour moi, on succède à quelqu'un, si on veut, parce que c'est lui. Parce que c'est nous. Parce qu'on lui doit quelque chose. Les gens disent qu'ils ont signé des accords devant des hommes religieux. Donc, en fait, tout se résume à la politique du ventre. C'est dangereux. C'est très très dangereux et puis c'est décevant. Et quand quelqu'un qui raisonne comme ça dit qu'il est pour une nouvelle Afrique, une nouvelle génération. Non, il n'est pas pour une nouvelle génération. Une nouvelle génération ne fait pas ce genre de pacte. Je te soutiens aujourd'hui et puis dans 10 ans, tu vas faire de moi le président. Non, une nouvelle génération ne fait pas ça. Une nouvelle génération, ça travaille, ça démontre sa méritocratie. En fonction de ça, de tes compétences, de tes qualités, on peut te faire avancer. Donc ça, c'était un peu ma lecture et M. Alassane Ouattara a réussi. Maintenant, je vais aller sur deux volets qui me sont très importants. D'abord, il y a la malhonnêteté intellectuelle de nos intellectuels et de nos élites africaines. Nous ne sommes pas allés à l'école. Mais vous qui avez eu la chance d'aller à l'école, vous qui avez eu cette aubaine, on attend de vous que vous veniez nous éclairer, que vous venez éclairer notre lanterne. Hein? Fort de votre confort intellectuel, entre guillemets, que vous avez acquis, de vos compétences, on attend de vous que vous venez éclairer notre lanterne. Et non qu'au nom de certaines ou de certains petits avantages ou des sardines comme on dit chez nous au Cameroun ou de quelques biais qu'on a payé à la BCAO comme pour le cas de notre grand frère Franklin Nyamsi, que vous venez tout le temps dire des choses parce que c'est ci, c'est ça, au nom de l'amitié. Apprenons à être juste. Si vous voulez vraiment que ce continent avance, apprenons à être juste. Ouattara n'est pas parfait, ce n'est même pas un ange. Mais Ouattara est un bosseur. Ouattara est l'un des rares présidents à avoir réussi ces 2 mandats. Ce qui est très rare en Afrique. Chirac disait que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et que l'amitié se nourrit de vérité. Comme en Afrique, nous sommes amis et frères. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais quand quelqu'un dit je vais faire ça, il vient et réussit à tenir au moins 50%, disons même 40% de ce qu'il vous a promis. Je crois qu'il a le mérite. Mais Ouattara a dépassé les 50%. Les salaires qui étaient bloqués depuis plus de 25 ans, là, il a débloqué. Ce que Gbagbo n'a pas fait, Bédié n'a pas fait, personne n'a débloqué. N'empêche que malgré ça, il y a toujours la grogne. C'est comme disait quelqu'un, même si Ouattara fait quoi, il ne va jamais l'aimer, c'est vrai, c'est de l'égoïsme et c'est de la méchanceté. Il a fait sortir, je crois, 1, 2, 3 ponts qui sortent. Il a construit, je crois, 24 ou 29 ponts en 8 ans. Ce que, quand je regarde derrière mon dos, là où je suis quitté, c'est comme un miracle. 24 ponts en 8 ans, c'est pas possible. Les gens voient ça. C'est de la magie. Il a mis plus de 500 km de goudron, sans compter les autoroutes. Il en a fait autoroute à Abidjan-Bassam et c'est éclairé de 2 côtés. Il a fait autoroute à Bobo-Anyama. Il est en train de prolonger jusqu'à Thiébissou. Ça va arriver à Boaké, ça va continuer. Je n'ai pas cité le reste. Il en a tellement fait les échangeurs et tout, avec une facilité déconcertante. C'est-à-dire, il fait ça avec une banalité infantile. C'est comme si un enfant montait des dominos pour construire une maison. C'est comme s'il avait préparé ça il y a longtemps et puis il agence seulement. Pourquoi c'est si difficile pour les autres? Comparaison n'est pas raison, mais sans vouloir insulter la Côte d'Ivoire, en termes de richesse naturelle de sous-sol, le Cameroun est plus riche que la Côte d'Ivoire. En termes de potentiel humain aussi, le Cameroun est très riche. Les Ivoiriens. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'ont pas d'intellectuels dans le Cameroun, tout le monde sait. Mais pourquoi le Cameroun stagne à ce point? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un capable de catalyser toutes ces énergies-là
pour en faire une symbiose, pour pouvoir produire quelque chose. Et c'est ça qui est le problème. Kennedy disait que chaque peuple a la coloration de son leader. Si vous avez un leader qui vaut rien, on va se retrouver avec une république de vauriens, un peuple de vauriens, hein, une nation de vauriens. Mais ça dérange beaucoup de personnes. Quand tu dis que Ouattara a réussi, tu vois les Camerounais. Parfois, je me demande si ce n'est pas la jalousie. Nous sommes jaloux. Parce que tu vois des gars qui s'élèvent, non, Ouattara, c'est ceci, Ouattara, c'est cela, c'est un assassin, c'est un machin. Les gars, vous n'avez rien à dire. Celui qui est trop fâché là, il paye bien l'argent, il vient à Abidjan et puis il vient regarder. On dit non, la Côte d'Ivoire, il a endetté le pays, c'est pour ça. Vous parlez de quoi? On prête à celui qui est crédible. Pourquoi on ne vous donne pas cet argent-là? On donne l'argent à Ouattara parce qu'il est crédible. Il a rendu la Côte d'Ivoire crédible, attractive. Elle attire les investisseurs. On ne te prête pas si tu n'es pas crédible. On ne te prête pas si on sait qu'on va te donner l'argent et tes gars vont prendre tout ça, vous allez vous partager, vous allez partir dormir dans les hôtels en Suisse pendant 6 mois. On ne te prête pas. Si on sait que ta fille va inviter un artiste à la maison pour elle et son artiste et puis elle va lui donner un cachet de 40 millions, je suppose, ou 70 millions, je ne sais pas combien c'était. On ne te donne pas l'argent, c'est l'argent du contribuable, on ne te donne pas parce que c'est un argent qu'on va rembourser plus tard. On ne te prête pas l'argent pour ça. Donc soyons sérieux. Hein? Je ne sais pas comment ils appellent ça, Afrique quoi là. Je n'ai même pas envie de citer le nom de ce truc là. Parce qu'on a les Ombiangema, les qui vous financent, ils vous donnent l'argent. Vous faites comme s'ils étaient de bonnes personnes. Mais vous êtes des gens vous êtes intellectuellement malhonnêtes. Vous, ces gars d'Afrique médiale, vous êtes intellectuellement malhonnêtes. À l'exception de quelques communicateurs qui passent là, qui sont un peu justes. Mais sinon, en majorité, vous êtes malhonnêtes intellectuellement parlant. Vous venez, vous asseyez, vous faites des élucubrations, vous donnez des incongruités aux gens, et puis vous partez vous asseoir, vous êtes content parce que vous aurez le soutien de tel ou tel chef d'État, comme on dit que l'autre là c'est le plan de France. La France même là, elle n'est pas notre ennemi. Parce que les États n'ont pas d'amis, les États ont les intérêts. Voilà. Donc le tout est de savoir négocier, de savoir gérer. Voilà. Vous pensez que les pays comme Singapour et Taïwan n'entretiennent pas les relations avec les autres, ou bien le Japon? Vous savez combien la relation entre le Japon et les États-Unis est étroite? Ou bien Israël et les États-Unis? C'est des États qui, a 60 ans, dans les années 60 ou 70 ans, dans les années 60 ans, étaient au même niveau de développement que le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que là-bas, les gens ont pensé différemment. Donc, je m'adresse ici aux gens qui viennent dire que la décision du président Alassane Dramane Ouattara est un non-événement. Vous êtes intellectuellement malhonnête aussi. Chez nous, parce que généralement, les gens disent qu'ils vont aller à la Cour africaine des droits de l'homme. Mais en droit, je ne suis pas juriste, je ne suis pas allé à l'école. Mais il y a ce que vous appelez souvent la jurisprudence. Et en dehors de ça même, il y a l'effet de mode. On a été habitué qu'en Afrique, on voit un président, il retouche la constitution, il dit que c'est une nouvelle république. Comme c'est une nouvelle république, quand on vote une nouvelle constitution, ça veut dire que les dés sont... On a vu ça au Cameroun pas une ou deux fois. On remet les dés à plat et puis bon, je peux le faire à nouveau 2 mandats. Faure Yassimbe l'a fait. Paul Biya l'a fait. Je ne sais pas qui d'autre devait citer. Donc, peut-être Ali Bongo aussi, si je ne me trompe pas. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que Ouattara ne pouvait pas faire un 3e mandat. Mais vous aurez dû le dire d'abord à Paul Biya, les frères d'Africa Media. Mais ça, dites-le d'abord à Paul Biya. Chez nous à la maison, on parlait de ça d'abord. Mais on ne comprend pas tous les jours ça. Bon, Ouattara, il vous a donné une leçon, il a fait 2, il est parti. Dites aussi à Paul Biya de partir. Puisque vous aimez tant la vérité que ça, vous êtes une chaîne de justice, de juste. Que vous aimez tant la vérité, dites-lui aussi de partir. Et puis on verra. Vous dites que vous êtes allé à l'école, vous êtes très intelligent, vous avez le savoir, le confort intellectuel.
Arrêtez de venir insulter notre intelligence. Nous ne sommes pas là à l'école. On attend de vous que vous nous éclairez, mais pas que vous venez pour nous distraire. Parce que quand on parle des choses importantes, vous venez avec des choses accessoires, pour botter en touche et essayer de nous conclure. On veut. Vous savez pourquoi les autres s'en vont mourir dans la mer là? Parce qu'en toute franchise, ils veulent traverser. Parce que chez les autres, c'est beau, c'est propre. Les conditions sont faites pour gagner un peu. Chez nous aussi, ça aurait pu être ça. Avec tout ce que le Cameroun possède. Avec tout ce que le Cameroun possède. Ahmad Douaïdjo a laissé un pays prospère à quelqu'un qui est venu quelques mois après, a dit que le Cameroun n'a pas besoin des institutions de Bretton Woods. Et quelques jours après, ou quelques années plus tard, je crois 2 ans, on était en crise, le Cameroun a fait banqueroute. Et on se retrouvait en train de demander l'aide de la Banque mondiale, en train de nous faire imposer les plans d'ajustement structurel, de subir de plein fouet la dévaluation du franc CFA. Et on était où? En pleine crise économique. Et qu'est-ce qui était plein 2 ans plus tôt, ont été radicalement vidés par des gens qui sont arrivés là, rien que pour ça. Donc, ce que je vais dire, une œuvre humaine n'est pas parfaite. On peut accuser M. Alassane Dramane Ouattara d'ici de ça. Mais ce que moi je retiens de lui, si on pouvait faire de l'Afrique un continent, un pays, on le mettait à la tête de toute l'Afrique là, je vous jure que dans 30 ans, dans 50 ans, on n'aura plus besoin d'aller chez les Blancs. On n'aura plus besoin d'aller chez les Blancs. Parce que c'est quelqu'un qui fait tout avec objectivité. Il n'est pas dans les subjectivités comme beaucoup de personnes, comme beaucoup de chefs d'État. Il fait tout avec objectivité. Il a des résultats à atteindre. Il a un objectif à atteindre. Tout est calculé à l'avance. Chaque projet a une rentabilité qui est déjà bien préparée, bien calculée. Mais malheureusement, on a des opposants de pacotille souvent en Afrique qui, pour eux, le rôle c'est de venir la plupart du temps dénigrer, critiquer. Parfois, certains m'oublient qu'ils ont déjà été aux œuvres. Quand on les a vus à l'œuvre, on a vu leur qualité. Comme le mentor de notre sœur. Oui, notre sœur, ouais, si on peut l'appeler ainsi, Natalia, qui régente tout, mais qui n'a jamais de solution. Parce que, comme disait quelqu'un, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Si tu veux critiquer, il faut pouvoir apporter des solutions.